Et comme je vous l'annonçais précédemment, nous allons donc recevoir Olivier Poivre d'Arvor qui revient donc de New York où il était avec notre président de la République Emmanuel Macron dans le cadre de l'ONU, et il va nous faire un retour en fait sur la suite donnée aux accords, aux décisions qui ont pu être prises au cours de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui avait eu lieu à Nice en juin dernier. Et c'est vous, Philippe, qui allez faire l'animation. Alors peut-être qu'en attendant d'avoir Olivier qui arrive, est-ce qu'il est... Peut-être qu'on peut revoir des dessins de Xavier qui nous a régalé pendant tout l'après-midi. Donc c'est peut-être le moment de... voilà, bienvenue à Grand Océan 2025. Merci en tout cas à vous effectivement d'être présents avec nous tout au long de la journée, à ceux qui sont également à distance. Et donc on peut revoir un petit peu ce qui a inspiré cet après-midi notre dessinateur. Zone abyssale, baignade non surveillée. Ça c'était, oui. Ensuite, métier de demain, ramasseur de nodules. C'était les fameux nodules polynucléaires dont on a parlé tout à l'heure. Ah, il est là? Écoutez, je l'ai annoncé, mais on regarde les dessins de Xavier, donc on a de quoi s'occuper en attendant l'arrivée d'Olivier Poivre d'Arvor. Il vaut mieux que ce soit nous qui nous saccagions les fonds marins, nous saccageons plus proprement. Voilà. Gisement sous-marin de métaux à recycler. Génial, j'ai l'impression d'être un oiseau. Ah, ça, c'était pour faire référence aux hydroliennes de tout à l'heure. Et voilà, notre dernière invitée de ce soir. Bonjour à tous et merci d'être là encore pour cette dernière session. Donc on a le grand plaisir d'accueillir Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur des pôles de l'océan, organisateur de l'UNOC 3. Il incarne la voix diplomatique française pour les océans et porte une vision internationale de la gouvernance maritime. Donc dans un premier temps, il va nous faire un petit retour sur justement l'UNOC 3, ce qui s'est passé à Nice cet été, avec une conférence scientifique qui a précédé. Et ensuite, on pourra discuter un petit peu avec les gens qui sont là, notamment avec Cyril Banarias, Pierre Vogt, François Huillet et également des acteurs locaux. Donc, Olivier, c'est à vous. Vous préférez... Bon, je vais peut-être pas, que ce ne soit pas trop solennel. Quand même. Voilà. Parce que je sors de l'Assemblée générale des Nations Unies où on voit des gens importants qui parlent derrière des tribunes. Donc, je vais me remettre à ma place sur un siège. D'abord, merci. Je suis ravi d'être à Cherbourg. Je voudrais saluer les élus qui sont ici et qui ont permis, il y a maintenant 4 ans que Grand Océan naisse. Et puis peut-être vous dire un peu où en est l'océan. Enfin, en tout cas, pas sur les questions d'acidification ou de perte d'oxygène. Monsieur Houllier en parlerait mieux que moi. Mais où va l'océan, en fait? C'est un peu la question qui se pose, à certains, à vrai dire, pas à tous, quelques heures avant que le traité ne soit officiellement ratifié, ce traité de la haute mer, qui est un traité vraiment important, puisqu'il traite ce traité de 50% de la surface du globe. En gros, c'était un Far West, comme parfois on le décrit, mais surtout une zone de non-droit, sans règles, ce qui est assez étonnant quand même qu'on arrive à ce début du XXIe siècle avec un espace aussi vierge, dans le fond la dernière frontière, qui n'obéissait qu'à très peu de règles. Et juste avant que nous procédions de manière un peu officielle avec le secrétaire général des Nations Unies à l'annonce de la ratification de ce traité, j'étais dans l'entretien avec le président de la République et le président Donald Trump. Et donc c'est vrai que je ne vais pas vous raconter tout ce qu'ils sont dit, mais juste vous dire qu'en effet, l'océan n'est pas forcément
toujours en de bonnes mains si on considère que c'est une grande copropriété et que le premier copropriétaire de l'océan, en termes de zone exclusive économique, qui sont les États-Unis, ce copropriétaire, je dois dire, est quand même problématique, pour ne pas dire plus. Et dans le fond, ce qui peut-être mérite d'être dit avant qu'on vous explique un peu ce qui s'est passé à Nice, très curieusement, mais ça vous le savez, l'océan est un sujet très nouveau. Il a servi pendant des siècles à l'exercice de navigation pour des raisons qui n'étaient pas liées à l'océan, qui étaient vraiment liées principalement au commerce, à la conquête, à la prédation, une série d'actes comme ça forts qui ont construit le monde tel qu'on le connaît, entre le pays développé, pays en voie de développement, l'Est, Ouest. Mais le dernier traité qui comptait, c'était celui de Tordesillas, qui avait séparé le monde en deux en 1494, d'un côté les Portugais, de l'autre les Espagnols. On n'est pas loin d'avoir un nouveau traité de Tordesillas, virtuel, qui séparera le monde de l'océan en deux, d'un côté les Chinois, de l'autre les Américains. Et alors tout ça peut paraître un peu lointain pour les mériens que nous sommes, pour reprendre l'expression de Jacques Rougerie, ou pour les amoureux de l'océan, sauf que la question de la gouvernance, elle est vraiment centrale, essentielle aujourd'hui, dans un moment où vraiment le multilatéralisme est un gros mot pour un certain nombre de pays, pas uniquement les États-Unis, mais particulièrement les États-Unis. C'est une arnaque, pour reprendre les mots du président américain. La question du climat est une arnaque, la science est une arnaque. Et donc dans cet océan de scepticisme, il faut que quelques pays se mobilisent. Et le deuxième copropriétaire de cette grande copropriété de l'océan, qui est la France, c'est vraiment... Je suis diplomate, je travaille auprès du président de la République, mais je ne suis pas flagorneur de naissance. C'est vraiment parce que la France s'est mobilisée qu'aujourd'hui on a ce traité. C'est aujourd'hui... c'était une belle semaine la semaine dernière, puisque en début de semaine, il y a eu enfin, après 20 ans de discussion, ce traité à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui interdit les subventions néfastes à la pêche INN. Là aussi, c'est un succès de la diplomatie française. Alors, ici, je vois le président de la Cité de la Mer. On doit beaucoup à Frédéric Moncani, parce que je pense qu'il a beaucoup déniaisé les politiques sur le sujet de l'océan, et qu'il a trouvé avec l'actuel président un disciple passionné de ces sujets, et que nous avons pu, moi en tout cas, arrivant un peu plus tard dans le domaine du blue power, ou du soft power de la mer à l'international, vraiment compter sur son soutien. Au-delà de ça, il y a des forces qui sont évidentes. C'est notre domaine maritime, c'est évidemment notre marine nationale, mais c'est vraiment notre réseau diplomatique. Aujourd'hui, le plus important, c'est que l'océan dispose d'instruments de gouvernance. On pourra avoir toutes sortes de débats qui sont justifiés, y compris sur la qualité de nos aires marines protégées. Ça, je suis encore un peu surpris, en effet, qu'on en soit à discuter de ces questions de chalutage dans des aires qui devraient être protégées. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là. Mais à l'international, franchement, nous avons besoin d'abord, au-delà de ces questions qui sont très franco-françaises, nous avons d'abord besoin de gouvernance. Alors, la gouvernance de l'océan, je disais qu'elle est toute récente. Elle date de 1982, en quelque sorte, du traité de Montego Bay. Il a fallu 12 ans pour ratifier ce traité, pour finalement, si on séparait l'océan, cette copropriété en 3 grands lots, permettre que les zones exclusives économiques soient créées, et elles ont été. Et dans le fond, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Chaque pays qui a une façade littorale est à peu près dans ces zones. Alors évidemment, Grecs et Turcs se disputent les hydrocarbures. Et évidemment, en mer de Chine méridionale, les Chinois revendiquent un certain nombre d'îles, territoires, et sont encore avec les Philippines, le Vietnam et d'autres pays, Thaïlande, etc., dans des tensions réelles, sans parler évidemment de Taïwan. Mais globalement,
cette réussite qui a été de créer ces zones exclusives économiques. Ce n'était pas du tout évident. Et, elle est là. Et même si on a mis 12 ans pour ratifier ce traité, on est maintenant relativement posé. Et donc à Nice, qui est une conférence des Nations Unies sur l'océan, mais qui n'a pas le pouvoir contraignant des COP climat et biodiversité, à Nice, ces sujets étaient assez peu présents. En fait. Dans le fond, tout ce qui est ZEE, tout ça fonctionne. Chacun fait ce qu'il veut dans sa zone exclusive économique. Il y a évidemment cet accord important de Kunming-Montréal qui est un engagement des pays à protéger 30% de leur territoire maritime et 30% de leur territoire terrestre. Donc, évidemment, là, il y a un engagement évident. Les deux autres parties de la copropriété océanique, c'est dans le fond, une fois qu'on a oublié les appartements, c'est la cour commune. Et la cour commune, c'est évidemment cette haute mer qui représente une surface considérable, hein, puisque c'est 65% de la mer, 50% de la surface du globe, et en termes de profondeur, évidemment, une masse considérable. Je crois qu'aujourd'hui, en 2 ans, après des discussions qui avaient traîné depuis 20 ans, on a aujourd'hui un accord inouï. Et il faudra faire vivre, évidemment, c'est tout le travail est là, mais un accord assez extraordinaire où on dispose d'un cadre juridique qui est maintenant ratifié, je crois, à 7 heures précises, non plus par 60 pays, c'était ce qu'il fallait, on l'a eu vendredi dernier, mais par 74 pays. Et on va surtout avoir un outil, alors qu'on va avoir la COP 30, on va avoir la COP 1. Vous voyez, le décalage entre... il en aura fallu des années ou des décennies. La COP 30 pour le climat, COP 1 pour l'océan. Cette COP 1 se réunira à New York d'ici la fin 2026. Et selon le degré d'ambition qu'on y mettra, elle sera une COP technique et gouvernée, décidée par des juristes et des diplomates sympathiques mais prudents, presque un euphémisme. Mais si elle est portée politiquement, ça peut être vraiment un outil de gouvernance formidable de l'océan. À savoir qu'elle aura, comme vous le savez, cet accord BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, parle de tous les espaces qui n'appartiennent pas donc à cette zone exclusive économique. Et donc, première chose, d'abord, un principe qui ressemble un tout petit peu au traité de l'Antarctique, c'est-à-dire que toute activité économique ou industrielle devra d'abord être précédée par une étude d'impact environnemental, ce qui évidemment donnera le pouvoir aux scientifiques. Et c'est important d'avoir en effet non seulement le regard, mais l'avis des scientifiques avant de s'engager dans ce type d'activité. Par ailleurs, la création d'aires marines protégées. Alors là, tout le monde en est à faire son petit dessin d'aires marines protégées rêvé. Tant mieux, car plus il y en aura, mieux ça sera. Il faudra évidemment qu'elles puissent être surveillées, contrôlées, mais c'est souvent une question qu'on nous pose. On nous dit ça va être un traité comme ça sur le papier, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'avec les drones et avec l'observation spatiale, on sait ce qui se passe à la surface de la mer. On sait beaucoup moins bien. François le sait, puisqu'on prépare ensemble une grande mission d'exploration mondiale qui s'appelle la mission Neptune. C'est beaucoup plus difficile d'aller voir ce qui se passe au fond de la mer, mais à la surface, on sait, sauf les bateaux qui ne veulent pas s'identifier ou les flottes fantômes, mais on sait qu'ils existent, en tout cas on les voit, et on peut aller à leur rencontre relativement facilement. Et donc, création de ces aires marines protégées. Et puis, ce qui est important, en effet, et c'est ça qui probablement a amené un certain nombre de pays à s'intéresser à ce traité, le partage des ressources génétiques. Donc, ces ressources génétiques et minérales, elles sont importantes. Elles sont pas encore, on n'en connaît pas totalement le volume, mais surtout le capital, mais il est très important. Et ces ressources génétiques pourront faire l'objet principalement de la part des grands pays qui ont des flottes, évidemment, qui peuvent aller faire ce travail, mais d'un partage équitable avec les pays qui sont dans le voisinage. Et puis aussi, avec ce traité, le transfert de compétences, c'est-à-dire en effet apporter à un certain nombre de pays des moyens d'exploration, des moyens de connaissance de l'océan. Ce traité, il peut être très ambitieux. Si on décide par exemple que les organisations régionales de pêche qui sont présentes dans cette haute mer doivent, c'est une volonté politique, actuellement c'est pas dans le traité, mais doivent rentrer dans le cadre de ce traité, on pourra vraiment à ce moment-là faire que les ressources halieutiques soient maîtrisées de manière beaucoup plus
beaucoup plus sévère et beaucoup plus rigoureuse en termes de préservation des juvéniles, tout ce qui fait que ces espèces peuvent se reproduire. Voilà, donc on va faire en sorte en tout cas qu'il soit ambitieux. Il se tiendra, cette COP se tiendra probablement à l'automne 26 et là c'est le début d'une nouvelle ère. Reste néanmoins qu'il y a des grands sujets et Nice les a abordés. Je pense notamment aux grands fonds marins. C'est la troisième partie de cette copropriété. Après la cour commune, les appartements, et il y a le parking en quelque sorte, voilà, les abysses. Vous en avez parlé, je crois, beaucoup aujourd'hui. Là, il y a un combat à mener, réel, y compris avec des alliés européens qui sont prêts à aller chercher au fond de l'océan ce qui s'y trouve. Mais une note qui a été faite récemment est très intéressante à ce sujet-là. Elle montre que, dans le fond, déjà le modèle économique n'existe pas. Deuxièmement, il existera de moins en moins parce que le prix des minerais, des cobaltes, du cuivre ayant baissé, ça va coûter très cher pour aller chercher des ressources qui n'auront pas la même valeur. Et puis enfin, tous les scientifiques ici présents et ailleurs disent qu'on ne sait pas quels seront les impacts. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais on ne sait pas quels sont les impacts. Le rapport qui a été fait par Bruno David, qui était avec vous, je crois, l'année dernière, montre bien, avec tout le travail de centaines de scientifiques étrangers, que le risque est considérable et qu'on n'en a pas vraiment besoin. Alors, le combat, il est important. Il se passe à Kingston, en Jamaïque, à l'Organisation internationale des fonds marins, où nous avons déjà quand même mobilisé 38 pays autour de l'idée, non pas d'une interdiction de l'exploitation des grands fonds marins, ça c'est la position française, interdiction dans notre propre zone exclusive économique, à la demande d'ailleurs aussi des parlements Polynésie, Nouvelle-Calédonie, mais une interdiction aussi qu'on voulait appliquer à l'ensemble de la haute mer, ou de la mer profonde plutôt. C'est une position extrême, donc on s'est mis d'accord autour de cette idée d'une pause de précaution, d'un moratoire. Il y a 38 pays et on espère, avec le président, pouvoir en avoir une centaine à l'été 2026, lui-même allant à Kingston pour aller plaider cette cause-là. C'est pas évident quand vous avez des contrevenants comme les États-Unis qui déclarent qu'ils vont, en dehors de tout cadre légal, notamment du cadre de l'autorité internationale des fonds marins, commencer l'exploitation de ces grands fonds marins. Évidemment, la menace est réelle. Et aujourd'hui, il y a très peu de compagnies. Il y en a une qui est un peu connue pour ses faillites retentissantes déjà, qui s'appelle The Metals Company, qui se propose de commencer ça pour le compte de petits États du Pacifique. Ces petits États, et je terminerai peut-être cette présentation de Nice, ces petits États du Pacifique qui sont nos alertes, nos sentinelles de l'océan, qui sont beaucoup mobilisés pour Nice. Il y avait 64 chefs d'État et de gouvernement, dont des pays en voie de développement, l'Indonésie, le Brésil, évidemment, des grands pays qui étaient présents, mais aussi ces petits États insulaires dont on sait la menace qui pèse sur eux. Hier soir, avant de rentrer des États-Unis, de New York, il y en avait une réunion aux Nations Unies autour de cette situation avec le service juridique des Nations Unies pour essayer de déterminer, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille là-dessus, quels vont être le statut de ces pays qui vont être, c'est principalement les îles Salomon, Tuvalu, Cook, et peut-être Kiribati, qui vont se retrouver submergés, donc plus de terre. Donc, alors, les premiers sujets, les populations. Les Fidji vont en accueillir un certain nombre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais population, c'est évidemment le premier sujet. Le second sujet, c'est est-ce qu'un État qui est sous l'eau a encore une existence juridique? Est-ce qu'il a une zone exclusive économique? Ça peut paraître des sujets étonnants, mais quand on entend, et je ne voudrais pas avoir l'air trop anti-trumpien, mais le président Trump, dans sa campagne, qui dit que l'élévation du niveau de la mer, ça n'existe pas, mais que si ça existait, ce serait une bonne affaire, comme ça toutes les maisons seraient au bord de la mer et elles prendraient de la valeur. Évidemment, c'est drôle, c'est à pisser de rire, mais la réalité, c'est quand on va à Jakarta et qu'on voit que les fonctionnaires sont partis parce que la capitale est sous l'eau, bon, les gens sont restés, hein, mais les fonctionnaires sont partis pour avoir les pieds au sec. Quand on voit la situation en effet de cette élévation du niveau de la mer,
en parlant aussi avec un certain nombre d'élus, je pense à Édouard Philippe au Havre, je mesure à quel point, en tout cas, ces élus-là ont conscience de ce que ça représente, nécessité d'élever les quais, et donc dans certains endroits, je ne parle pas du bassin d'Arcachon, mais enfin, si vous avez de l'argent et que vous voulez acheter une maison, il ne faut surtout pas acheter dans le bassin d'Arcachon. Et ça reste très cher. Ça reste très cher, oui, absolument. Mais enfin là, vous aurez la piscine intégrée, en tout cas, mais dans 20 à 30 ans. La réalité qui menace l'océan, c'est que je pense que l'océan, il y a la bonne volonté autour de la table multilatérale. Il y a de nombreux pays qui ont conscience, y compris d'ailleurs l'Argentine, curieusement, Milei, qui était à Nice, qui nous a paru relativement bienveillant par rapport à ce sujet-là. Alors, il y a quelques cas, bon, on en a parlé, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y a une conscience de l'importance de l'océan, de la valeur de la ressource, de l'importance d'avoir de la science pour mieux connaître. Il y a une fascination pour l'océan qui fait que l'exploration de l'océan reste quand même pour tout le monde, à travers les espèces, à travers l'ensemble de ces miracles qui font la beauté de l'océan. Tout ça est présent. La vraie menace, et donc il y a plein de solutions. On peut restaurer les mangroves, les coraux blanchissent, ils peuvent retrouver leur couleur. Voilà, il y a quand même beaucoup de raisons d'espérer. Alors il y a parfois de l'emphase, de la dramatisation. Claire Nouvian nous annonce chaque année qu'on va mourir l'année suivante. C'est un peu exagéré. Hein. Bon, évidemment, elle a raison d'alerter sur un certain nombre de sujets, mais ça ne sert à rien de mettre des grands mots sur des sujets qu'on peut traiter ensemble. Le vrai problème de l'océan, c'est le climat. Le climat, les nouvelles sont très mauvaises dans les discussions qu'on a pu avoir avec le président. En parlant avec un certain nombre de chefs d'État, on a vu à quel point les énergies fossiles vont être de plus en plus à la mode. Alors bon, Total se lance un peu dans l'éolien, mais enfin maritime, enfin bon, ça reste quand même pas son fonds de commerce principal. Je ne veux pas dénoncer quiconque, quelque entreprise que ce soit, mais on sait très 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 bien qu'avec ces 3,1 degrés qui nous sont promis à la fin du siècle, on est en 2025, on sait que ces 3,1 degrés, ils seront 4 degrés ou ils seront 5 degrés. Donc là, l'océan, par les effets du changement climatique, se réchauffe. Par la dilatation, évidemment, à ça se double par l'effet de la fonte des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, un phénomène d'élévation au niveau de la mer dont on dit qu'il serait d'un mètre à la fin du siècle, mais une fois de plus, c'est aujourd'hui. Hein. Donc je pense que vous qui faites des très beaux numéros, là, notamment sur le faux, pour l'instant, on ne sait pas quel est le vrai sur ces sujets. Donc il y a des chiffres un peu invraisemblables qui sortent, chacun les sort pour impressionner un peu son monde, mais enfin, les effets du changement climatique vont être dramatiques sur l'océan, et cette ébullition de l'océan, et la sagesse des hommes et des femmes n'est pas évidente. Je pense à la production de plastique, l'échec du traité plastique par exemple. La discussion montre bien que les grands pays producteurs d'hydrocarbures ne sont absolument pas prêts à arrêter la production de plastique, et donc les effets qu'on connaît sur l'océan. Voilà, je dirais que l'océan se porte bien, il pourrait se porter encore mieux. L'océan nous donne des ressources, il y a des réponses aux questions qui se posent, il y a des vrais problèmes qui se posent, peuvent être résolus par l'homme, mais cette menace du climat, elle est évidente, et là, pour le coup, il y a vraiment un certain nombre de pays qui sont très, 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 très bloquants, et à qui on a du mal à expliquer que c'est un trésor à préserver. Merci beaucoup de ce retour. Alors, il y a des éléments rassurants, des éléments moins rassurants, et dans les éléments rassurants, il y a effectivement la diplomatie océanique française comme modèle de power. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être étendu Oui, je pense, si vous voulez, je rapporte ça à mon propre parcours. Quand je suis entré au Quai d'Orsay, je suis rentré parce que il y avait un truc à la mode qui était la diplomatie culturelle. C'était dans les années 80, et comme j'étais un cultureux, j'ai pu intégrer le Quai d'Orsay. Donc c'était le soft power. C'était encore à l'époque où on construisait des instituts français, des centres culturels, le numérique n'était pas encore omniprésent, donc il fallait envoyer les artistes, il fallait vendre. Bon. Donc c'était ce soft power dont parle Joseph Nye. Et puis après, dans les années 2000,
la diplomatie s'est orientée vers la diplomatie économique. Ça, c'est Fabius qui a beaucoup porté ça, et on a demandé aux ambassadrices et ambassadeurs qui ne s'y intéressaient vraiment pas de se battre pour les contrats, pour faire connaître les PME, les entreprises à l'étranger. Mais vraiment, c'était un changement de culture radical, hein. Et là, je pense, ce qu'on a pu voir depuis 2-3 ans, à partir de ce qui a été la présidence française de l'Union européenne, donc, où l'océan a été placé de belle manière, avec un One Ocean Summit à Brest, qui a beaucoup déclenché notre prise de conscience. C'est d'abord la conscience que nous sommes un pays très très puissant. On est beaucoup plus fort que les Américains, sauf évidemment dans le domaine militaire maritime, mais leurs ports sont totalement déclassés. Les ports américains, qui étaient 3 d'entre eux dans les 10 premiers mondiaux, sont aujourd'hui des ports qui sont très très loin derrière les ports chinois. Le transport maritime, ils sont totalement absents. Les Chinois, les Français, les Américains, les Allemands et les Européens en général sont puissants. Et puis, on a des scientifiques libres. Aux États-Unis, c'est effroyable. Vraiment, c'est scandaleux. Un grand pays scientifique qui, aujourd'hui, arrête ses observations sur l'océan, licencie des gens de très grande qualité qui produisent des données tout à fait essentielles. Un pays comme ça. Donc, on est en force, là. Je pense que... Et on est le 2e domaine maritime, évidemment. Et puis nous avons une position équilibrée sur les questions de climat. Et c'est pour ça que nos ambassadrices et ambassadeurs ont joué le jeu et sont allés plaider un certain nombre de ratifications. Ça faisait quand même 20 ans qu'on parlait de la haute mer. Ça faisait 20 ans qu'on parlait de ce traité contre les subventions illégales. Ça fait 15 ans qu'on parle d'un traité important qui s'appelle l'Accord du Cap. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais qui normalement devrait être ratifié dès que l'Indonésie va rejoindre, qui va permettre un contrôle réel de la pêche. Donc on peut faire avancer les choses. C'est un peu nouveau pour beaucoup de pays, mais je vois qu'il y a quand même un certain nombre de pays qui commencent à s'y intéresser, notamment les Chinois. Vraiment, le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que nos meilleurs amis, nos meilleurs alliés dans les négociations, et c'était le cas aussi... pour le traité BBNJ, c'était le cas pour 30x30 Kunming-Montréal, ce sont les Chinois. Ce sont nos meilleurs amis. C'est plus les Américains qui sont nos pires ennemis, qui ont le seul pays à avoir voté contre la déclaration politique de l'UNOC 3, qui était quand même relativement gentil. C'était pas moi, c'est pas un texte révolutionnaire. Hein. C'est pas l'Afghanistan, c'est pas l'Iran. Le seul pays au monde qui est voté contre, c'est les États-Unis, parce qu'ils ne reconnaissent pas les ODD, les objectifs de développement durable. C'est quand même... voilà, j'espère que ce sera une parenthèse, que d'autres dirigeants ont d'autres visions dans l'avenir outre-Atlantique, mais c'est quand même un sujet. Donc il y a une place à prendre. On l'a prise. J'espère qu'au-delà de la personnalité du président de la République, d'autres... mais il y a un consensus. Par exemple, BBNJ, ça a été ratifié... C'est assez rare à l'Assemblée nationale en ce moment, à l'unanimité. Je crois qu'il y a eu je n'ai pas son nom, mais il y a eu un député qui a voté contre. Mais l'unanimité de la gauche extrême à la droite extrême, tout le monde a voté pour ça. Et donc voilà, je pense qu'on est bien placé, il faut qu'on continue. On va continuer en portant cette COP, on va continuer en se battant pour les grands fonds marins. Et puis j'espère que sur le plan national, on va organiser ce dialogue entre les pêcheurs et les organisations non gouvernementales, parce que ça tourne un peu dans le vide, ça, franchement. Il n'y a pas ce dialogue, mais je sais que Agnès Pannier-Runacher est prête à le faire, hein, d'ailleurs, mais il faut vraiment le traiter. On a résolu 2-3 crises, je pense à cette question des dauphins qui, en période de reproduction, étaient massacrés dans le golfe de Gascogne. Il y a eu des mesures qui ont été prises, pas facile à expliquer aux pêcheurs, mais il y a eu des dédommagements qui ont été trouvés. Donc il faut qu'on soit exemplaire. C'est vrai que parler de la protection, si nous-mêmes, voilà, on ne résout pas cette question du chalut, il faut vraiment le faire. Voilà. Pour la première fois, il y a eu un congrès scientifique avant l'UNOC. Quelle importance vous lui donnez? C'est quelque chose qu'il faudrait reproduire par la suite?
Oui, c'est même, je crois, la première fois que, d'ailleurs, dans le cadre des COP, il y a eu, en effet, la COP climat, il y avait eu un congrès scientifique, mais il était très décalé. Oui, moi, je pense que toutes ces grandes conférences internationales, notamment celles qui sont contraignantes, doivent être précédées. Et ce qu'on demandera pour la première COP Océan, c'est qu'il y ait un... François, il va falloir que tu prépares le congrès scientifique pour la COP 1, tu n'es pas au courant. C'est une proposition que je voulais faire. Voilà. Et donc, ça sera... Non, mais... Bon, Et donc, si vous voulez, si on commence par les scientifiques, il n'y a pas à dire, à part Trump, le scientifique, ça fait un peu peur, parce que comme on n'y connaît rien, dès que vous dites quelque chose, on se dit, bon, ça doit être important. Et donc, si on les met au début du repas, eh ben, je pense que la suite se passera bien. Et donc, il faut les écouter, et ils sont majoritairement d'accord sur les grands sujets. Et donc, oui, on devrait, avec cette formule-là, bien avancer. Oui, il y a des succès. Le traité sur la haute mer en est un, évidemment. Sur le plastique, ça n'a pas vraiment marché, puisque... Non, parce que... je veux pas... Je pense que... avant de se lancer dans un combat, il faut quand même mesurer les forces en présence. Donc, franchement, penser qu'on allait avec une barre aussi haut qui est de dire nous, on ne veut pas, et on a raison, un traité qui parle de recyclage du plastique, mais un traité qui arrête ou bloque ou diminue la production de plastique à usage unique. Il n'y a aucune raison que des économies qui vivent sur le compte de cette production d'hydrocarbures s'y résolvent aussi facilement. Donc là, je trouve qu'on s'y prend mal. À Genève, on s'y est mal pris, à Busan avant, et que c'est pas comme ça qu'il faut faire sur le plastique. C'est un trop grand problème. Et c'est d'ailleurs là, dans les discussions qu'on peut avoir, c'est toujours intéressant quand on est dans les cénacles un peu de décision. Le président de la République, il avait une autre option. Et qui, à mon avis, était très juste, mais tout le monde s'est employé à ne pas la respecter. C'était, commençons d'abord par un espace, prenons la Méditerranée. Essayons de trouver un accord à l'échelle de la Méditerranée, pas un traité mondial, mais un accord, y compris avec des pays qui ne sont pas faciles, je pense l'Algérie qui produit des hydrocarbures, évidemment l'Égypte, mais essayons déjà, puisqu'on nous raconte en permanence, ça doit être faux à mon avis, je ne sais pas si c'est dans votre numéro, mais qu'il y a plus de poissons il y a plus de plastique que de poissons au fond de la Méditerranée. Mais essayons déjà de résoudre ça à l'échelle d'un espace qui est fermé, qu'on connaît, enfin relativement fermé, qu'on connaît, qu'est la Méditerranée. On aurait pu trouver, je pense, on pourrait trouver un accord, et je vais redemander au président qu'on puisse essayer de travailler là-dessus, un accord local, régional, et qui fera, je pense, recette et qui pourra intéresser d'autres bassins que cette idée qui est très utopique de mettre d'accord l'Arabie Saoudite, le Brésil et les États-Unis autour d'un traité d'interdisant la production de plastique. Très bien, on va passer la parole à nos scientifiques du premier rang. Donc je laisse Hélène. À nos autres invités pour cette dernière session, donc à savoir Benoît Rivet, donc le maire de Cherbourg, Pierre Vogt, le conseiller régional de Normandie et président de la commission permanente du Conseil de façade Manche-Est, mer du Nord, Christelle Castelin qui nous a rejoint, qui est la présidente de l'agglomération, François Houlier, qui est à nouveau avec nous, président-directeur général de l'Ifremer, et Cyril Barnerias, directeur des relations européennes et internationales à l'OFB. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des échanges que vous voulez adresser à Olivier Poivre-d'Arvor pour poursuivre Vous voulez nous rejoindre Hop, tenez. Moi, je voulais juste répondre à effectivement l'interpellation d'Olivier. J'ai vérifié, j'ai essayé à la fois en interrogeant Peter Thompson, l'envoyé spécial des Nations Unies sur l'océan, donc auprès de Gutiérrez. J'ai essayé aussi avec l'intelligence artificielle générative, avec ChatGPT. Je n'ai pas trouvé d'occurrence d'un congrès scientifique qui soit juste avant une conférence des Nations Unies.
Alors après, ça prouve rien, mais voilà. Donc je pense que sincèrement, ce qui a été fait là était profondément original. Et l'interpellation que tu nous as fait tout à l'heure en nous disant qu'il faut faire la même chose pour la COP1, oui, il faut, à mon avis, c'est. Alors par contre, le délai va être court, parce qu'on a eu 2 ans et demi pour monter un congrès scientifique pour l'UNOC 3 à Nice. Là, on va avoir une petite année pour essayer de faire quelque chose à New York, si j'ai bien compris, mais le challenge est beau. Voilà, le challenge est beau. Écoutez, on dira que ça a été décidé grâce à Grand Océan, que l'Ifremer est. Voilà. Et de fait. Les présidents et présidentes seront là pour bénir. Voilà. De fait, si je donne juste un témoignage, je pense qu'il y avait quelques doutes dans la communauté scientifique avant qu'on fasse ça, avec ce sentiment, est-ce qu'on allait être pris, est-ce que ça allait être un prétexte, etc. Mais finalement, les gens qui étaient présents à Nice, du côté scientifique, ils ont été plutôt enthousiastes, c'est-à-dire ils ont été heureux de participer, ça leur a donné d'une certaine manière du sens à leur travail. Et je pense qu'inversement, effectivement, comme tu l'avais suggéré, ça a mis un peu de pression sur voilà, les délégations. En tout cas, ça a généré une forme de double élan. Donc moi, voilà, je crois que c'était un des produits intéressants de Nice. Au-delà, après, on a fait des recommandations nous-mêmes. Enfin bon, voilà. c'est peut-être pas le plus vital. Voilà. Une bonne manière de renforcer le poids de la science, en tout cas, pour toutes ces négociations. Oui, on a vraiment, avec l'Ifremer et avec le CNRS et tous les scientifiques français, un trésor extraordinaire sur l'océanographie, y compris sur la connaissance de sujets polaires. Je pense aux subantarctiques ou même arctiques. Donc évidemment, il faut le mettre en valeur et essayons de faire ça à New York alors. Et donc Cyril Bernerias de l'OFB sur les aires marines protégées, donc le traité de la haute mer prévoit, donc qui est ratifié et qui va être mis en œuvre bientôt, prévoit la création d'aires protégées. Alors, prévoit la possibilité d'en créer. Alors, comme l'a dit l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor, alors je tiens quand même à insister aussi sur, il a dit, mais peut-être un peu trop humble, évidemment, vu sa position, mais sur le rôle qu'il a joué et puis le rôle on va dire, du monde diplomatique français, qui s'est quand même beaucoup investi. Il y a eu les collègues ambassadeurs dans les postes ont été sollicités à de nombreuses reprises pour porter la position de la France et leur dire d'aller voir les ministères des Affaires étrangères dans leur pays pour aller porter et dire voilà, n'arrivez pas à Nice sans rien dans vos bagages. Et donc ça a vraiment fait la différence. C'est vrai que souvent on se demande mais à quoi ça sert cette grande conférence, les gens se retrouvent. Et moi je retiens vraiment je pense que s'il n'y avait pas eu cet effort français, on n'en serait pas là, c'est très clair. Et donc effectivement ce traité permet de proposer, que les États proposent des aires marines protégées en haute mer. Et donc le travail, alors il y a des pays champions qui sont engagés dans cette trajectoire-là, le Chili par exemple est très en avance là-dessus. Et je pense que la France a aussi son rôle à jouer avec d'autres pays. Pour moi, c'est aussi un outil de diplomatie environnementale, c'est-à-dire que ça permet de rallier d'autres pays qui parfois peuvent être un peu loin de nous pour des raisons diverses ou voilà. Je pense notamment dans l'océan Indien, par exemple, et on peut les mettre ensemble autour d'un projet. Et voilà, la France a vraiment un rôle à jouer. On aura besoin de le faire avec les scientifiques. Donc on a, je pense, des beaux projets aussi à faire dans le cadre de la mission Neptune pour allier à la fois la connaissance et aller jusqu'à la protection. Voilà, donc je pense qu'il y a dans les années à venir, alors c'est des projets qui prennent du temps, donc c'est pour ça que l'OFB s'est déjà lancé dessus depuis longtemps avec d'autres, avec Tara, avec l'IDRI, etc. Mais voilà, on a besoin de continuer à avancer pour être prêt à présenter des projets d'aires marines protégées dans les 2-3 ans à venir. Justement, la prochaine COP sur la biodiversité, c'est la COP 15, c'est ça qui se... Alors, ça sera la COP 17. 17, pardon, 17. Ouais. Et comment justement l'articuler avec la COP 1 de l'océan? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis en place? Alors, la COP 17, comme l'évoquait Olivier, a fixé l'objectif de 30% d'air protégé au niveau mondial, y compris dans les océans. 30%, si on le fait sans la haute mer, ça va être très très compliqué. Ça veut dire qu'en gros, il va falloir protéger une grosse partie de nos ZE, ce qui est sous le contrôle de ceux qui sont sur la question est quand même déjà assez compliqué. Donc on a aussi, et puis parce qu'il y a des écosystèmes particuliers en haute mer, on a aussi besoin de protéger la haute mer. Voilà, et donc la COP biodiversité fixe ce cadre-là, sur lequel la France est aussi très engagée. Et donc maintenant, on a besoin de proposer des aires marines protégées en haute mer pour atteindre cet objectif aussi. 30%, Cyril, en effet, a raison de rappeler que c'est quand même un objectif
ambitieux. Nous, on a rempli notre objectif. Voilà. Alors après, on nous conteste la valeur de notre protection. Hein, mais enfin, on est à 32% ou 33%, je ne sais pas, il y a eu cette grande aire marine protégée de Polynésie. Mais on compte beaucoup sur l'OFB, dont je suis heureux de savoir qu'il est vraiment sécurisé. C'est un outil formidable. On a inventé, il faut le redire, hein, enfin on le redira, mais le président de la République est vigilant là-dessus, ce sujet. On a inventé le conservatoire du littoral. Il n'y a que les Français qui ont un conservatoire du littoral. Hein. C'est assez extraordinaire. Et avec l'OFB, je compte beaucoup en effet qu'on puisse travailler avec d'autres pays sur ce mappage de la mer. Est-ce qu'il y a des acteurs locaux qui veulent... voilà, les conséquences de l'UNOC sur la Normandie. Donc voilà, si Pierre Vogt veut réagir ou... voilà. Ou Christelle Castelin, je ne sais pas, Pierre Vogt. Oui, bonjour monsieur. Au nom de la région Normandie, évidemment, nos préoccupations sont beaucoup plus modestes. Nous avons des activités maritimes, des compétences maritimes. Nous essayons de n'agir que dans le cadre de nos compétences et de ne pas interférer avec les autres. Et nos eaux proches, nos eaux littorales, ne sont pas dotées de grands fonds et sont peut-être un peu loin de votre... ambition diplomatique. Malgré tout, je voudrais faire 2 commentaires sur ce que vous avez dit. Le premier, c'est sur la gouvernance. Il y a un problème qui est commun à la gouvernance des eaux du large et à l'ensemble des océans et des mers. C'est ce problème de gouvernance entre l'État et les acteurs locaux. Il y a des ébauches de dispositifs. Je voudrais exprimer l'idée que les dispositifs en question doivent être approfondis pour que les problèmes puissent être résolus entre les différents acteurs, que ce soit les pêcheurs, bien sûr, je les mets en premier parce que dans notre espace, ils sont très importants à Cherbourg, les pêcheurs, les autres acteurs économiques du monde maritime, les ONG environnementalistes évidemment, les autres usagers, et puis les responsables politiques des territoires qui les bordent. Et ce problème, il est pas à la même échelle, mais il est aussi commun aux eaux proches. Et puis un deuxième sujet sur lequel je voudrais réagir, c'est sur l'importance des plastiques. Je suis partie de ceux qui sont très déçus du fait qu'il n'y ait pas eu d'accord international sur le sujet. Vous parlez d'un accord international réduit à des eaux fermées qui seraient la Méditerranée ou peut-être la zone Manche-Mer du Nord, parce qu'une certaine façon, c'est aussi une mer fermée. Et en tout cas, les eaux littorales tournent en rond et sortent peu. Mais je pense qu'il y a aussi des initiatives nationales à prendre dans ce domaine sans tenir compte de ce qui se passe ailleurs, parce que l'effet des pollutions plastiques, ce n'est pas simplement une pollution des mers qui tournent autour de la mer, c'est aussi des pollutions qui viennent des rivières, et même parce que c'est surtout les les nanoplastiques qui sont une nuisance, et même de fleuves tout à fait civilisés, au bord desquels il n'y a pas a priori de rejet massif de déchets, mais il y a à se préoccuper d'une façon intense de la production invisible des microplastiques et des nanoplastiques que génèrent nos propres industries, nos propres activités domestiques et même, paradoxe, nos propres activités de recyclage qui, parce qu'elles ne sont pas forcément conçues en pensant à la pollution de nos plastiques qu'elles génèrent, sont effectivement nuisibles pour des espèces maritimes proches que sont la baie de Seine ou globalement la zone Manche-Mer du Nord. Voilà. Merci. Ce que vous dites, merci beaucoup, Monsieur Vogt. En tout cas, je pense que les nouveaux acteurs de l'océan, qui ne sont pas encore, et vous allez en parler aussi, sont vraiment les territoires. Les États sont essentiels, les acteurs environnementaux, les scientifiques, les acteurs économiques, mais les territoires. Et c'est pour ça que j'espère que cette association qui a été créée à Nice, d'élus des régions et des villes du monde littoral, pourra se développer, parce que je pense que votre regard, et je serais intéressé évidemment d'entendre plus largement à l'échelle de la Normandie et du Cotentin. Après, vous êtes quand même un grand pays, parce que un grand territoire, la construction navale, ici, quand même, vous savez ce que c'est, et puis il y a des grandes... Et puis la culture, la création de la Cité de la Mer. Je salue évidemment notre maître à tous,
Maître Cauvin. Mais voilà, c'est aussi un élément d'éducation, de médiation, et qui est extraordinaire, qui fait qu'on vient à Cherbourg pour ça, comme on vient aussi maintenant pour Grand Océan. Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg, vous voulez réagir? Oui, quelques mots. D'abord, Olivier, très heureux de vous revoir ici à Cherbourg-en-Cotentin, surtout que vous l'avez dit, vous rentrez de New York. Donc on vous remercie d'être là. Plutôt quelques remarques sur cette belle après-midi, sur cette belle journée de première journée de Grand Océan, effectivement, que nous avions créé collectivement ensemble il y a quelques années maintenant, et qui a vocation à perdurer, et je crois encore se développer. Vous avez parlé tout à l'heure, en le citant, du président Trump. Encore une fois, merci à vous d'être là, et merci à tous les scientifiques qui sont venus livrer la vérité aujourd'hui, puisque moi je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, d'entre nous, un peu sidéré de cette époque du faux. On en parlait tout à l'heure, de cette époque du fake news, où y compris des grands dirigeants de ce monde remettent en cause un certain nombre de vérités, en ayant parfois une position assez dramatique, notamment sur les questions environnementales, en montant de façon éhontée, et finalement de voir que ce discours populiste finit par passer dans beaucoup d'endroits du monde, alors que c'est complètement invraisemblable, en tout cas pour une conception intellectuelle, au regard de ce que les scientifiques nous disent. Donc l'intérêt aussi de Grand Océan, c'est d'écouter des spécialistes qui viennent livrer du factuel, en disant la vérité telle qu'elle est, et puis après, effectivement, à chacun d'en prendre soin et d'en faire quelque chose. On voit ce qui se passe au niveau international, on voit aussi ce qui se passe malheureusement aussi en France, où certains commencent à remettre en cause, y compris des questions sur le renouvelable, alors qu'en Normandie, ça fait longtemps qu'on travaille sur cette question de mix électrique décarboné, et qu'on poursuit désormais, comme vous le savez, en travaillant sur la production d'électricité décarbonée, mais aussi sur son usage. On a d'ailleurs des projets de batterie. On vient de mettre en place une nouvelle ligne de ferroutage entre Cherbourg-en-Cotentin et Bayonne qui permet de décarboner 25 000 camions de la route. On vient d'étendre notre réseau de chaleur. Je m'arrête là, mais vous avez raison, les territoires s'emparent du sujet et trouvent un équilibre finalement assez simple entre le développement économique et le respect de l'environnement, avec un seul sujet. Je rajouterai aussi à Cherbourg l'électrification des navires à quai pour permettre aux bateaux de croisière et bientôt aux transmanches de couper les moteurs lorsqu'ils sont à quai. Et donc le travail des élus locaux, c'est de préparer l'avenir, de construire des territoires en résilience, mais toujours en termes de développement, mais en mettant le bon équilibre entre le développement économique et, encore une fois, le respect de l'environnement et la vérité que l'on connaît. Donc moi, j'ai l'impression qu'on progresse, mais finalement, il y a de quoi se décourager. Alors vous m'avez rassuré, parce que je sens toujours la motivation et l'engagement, mais les acteurs locaux, même si on fait notre maximum, il y a de quoi finalement d'être un peu découragé au regard d'un certain nombre de discours climato-sceptiques ou de gens finalement qui veulent revenir en arrière, voire des gens qui nous expliquent qu'on peut continuer à polluer, c'est pas très grave, et que l'ingéniosité humaine, la technologie nous permettra finalement de venir compenser de plus en plus de pollution liée à l'humain, alors qu'on sait que tout cela est faux. Donc voilà, c'est pas une question, c'est une remarque. Ça fait du bien de vous entendre, ça fait du bien d'entendre les scientifiques, et d'où la fierté qu'est la nôtre d'avoir Grand Océan ici à Cherbourg-en-Cotentin et dans le Cotentin. Mais je voulais vous transmettre ce message de remerciement et d'amitié. Merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Je serais intéressé d'ailleurs, peut-être, moi je ne connais pas bien les sujets nationaux, mais alors vous évidemment, où en est-on à l'échelle du Cotentin et de l'éolien maritime? On a eu tout à l'heure, effectivement, discussion là-dessus, mais je veux bien en savoir un peu plus. Voilà. Alors peut-être Christelle Castelin, si vous voulez réagir, avoir une petite remarque. Au niveau donc de l'éolien maritime, donc il va avoir donc une grande 80 à peu près éoliennes qui vont être mises donc au large donc de magnifique Tour Vauban donc à Saint-Va. Donc on est dans l'enquête publique avec peut-être donc une opération qui pourrait être réalisée pour 2032, puisqu'il va avoir forcément donc le courant donc en atterrage et après qu'il part donc pour être transformé donc
à peu près 20 km où il y a la station d'atterrage. Donc on y travaille. Par contre, il y a eu une grosse discussion avec les élus, puisque vous savez qu'on est quand même au niveau des Tours Vauban, au niveau de Barfleur, village préféré des Français, et puis après patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc il ne fallait pas que les éoliennes, il y avait une frustration donc, de la population et puis des élus de voir ces éoliennes. Donc on l'a forcément mis beaucoup plus loin, donc au large, de manière à ce qu'elle soit visible donc, de nos côtes. Donc forcément, il y a des coûts supplémentaires, et là maintenant on arrive à des coûts qui sont entre 2 et 3 milliards. Mais c'est peut-être aussi la façon de faire, parce que moi je ne suis pas forcément une militante des éoliennes sur terre, mais plutôt en mer, puisque on a forcément donc en terre, il faut aussi qu'on constitue donc aussi constituer notre bocage, et nos terres agricoles sont importantes également pour la culture, mais également pour la rétention en eau, puisque ici en Normandie, ou dans le Cotentin, on a l'impression que tout est vert et qu'on a des nappes phréatiques importantes. Finalement non, tout est vert, mais tout va à la mer. Donc on est aussi en position où on n'a pas forcément beaucoup de ressources en eau, et on le voit bien, on a des arrêtés, comme dans le sud, on a des arrêtés avec des restrictions en eau. On a un essor économique important au niveau du Cotentin. Je m'excuse, je ne me suis pas levée, mais on a un essor économique au niveau du Cotentin, mais notre problème, c'est quand même la ressource en eau pour faire construire. Donc il faut qu'on travaille tout ça, et je vous ai entendu tout de suite, et je vous remercie, puisque moi je crois à l'intelligence collective, et je suis naturellement optimiste. Et peut-être que notre génération ou la génération d'avant nous, on a peut-être consommé, on a peut-être détruit un peu la planète, mais sans le savoir. On n'avait pas conscience de ces enjeux. Donc moi, j'en veux pas non plus à mes parents ou à moi quand j'étais jeune, de manière à avoir consommé sans m'en rendre compte. Maintenant, il y a une prise quand même de conscience collective. On le voit bien, on le voit bien que le climat donc, est défaillant, le climat a des catastrophes naturelles. Donc je pense que la conscience collective, elle vient, et les gens, ils sont prêts à y partir, mais il faut que nous, en tant qu'élus, en tant que aussi notre politique publique, il faut qu'on avance. Et je pense que une organisation telle qu'aujourd'hui, donc Grand Océan, on a forcément, donc j'étais tout à l'heure donc à Saint-Vaast-au-Figaro, on a énormément de monde, c'est festif, c'est sportif, mais d'un autre côté, on a aussi tout cet enjeu donc, de conférences et de prospective au niveau de l'océan, et on le dit, puisque ce sont deux événements qui sont liés. Je crois à l'intelligence collective, et je pense que les gens seront vigilants et commenceront à faire respecter la planète. Merci beaucoup. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. On va prendre une question. Il y a eu pas mal de questions. On va en prendre une. Un élément dont on n'a pas parlé, c'est des pôles. Quid de la politique des pôles aujourd'hui, le rôle de la France là-dedans? Donc on a publié en 2022 la première stratégie polaire française qui parlait à la fois de l'Arctique et de l'Antarctique, et donc j'étais en charge de cette rédaction, et je vais proposer une version actualisée essentiellement sur les enjeux d'Arctique, parce que les enjeux de l'Arctique se précisent de manière assez claire, et on voit bien que le théâtre je ne crois pas beaucoup à la guerre navale, enfin ça fait toujours rêver, mais enfin les batailles navales, mais je crois qu'il n'y en aura pas. Mais l'endroit où il peut y en avoir, c'est vraiment l'Arctique. L'Arctique, parce que pour trois raisons. D'abord, ceux qui y dorment s'entendent pas très bien. Quand vous mettez côte à côte à 80 km les États-Unis et la Russie, quand vous mettez les pays de l'OTAN, les pays européens qui ont rejoint l'OTAN, aux grandes dames évidemment de la Russie, mais quand vous ajoutez à ça des sujets États-Unis, Groenland, Danemark, quand vous rajoutez à ça la Chine, qui s'invite et qui se présente comme un pays quasi arctique, déjà, vous avez quand même une équipée un peu complexe. Deuxième élément, il y a beaucoup d'argent. Voilà, c'est l'endroit. Alors là, si vous voulez investir, il ne faut pas acheter la maison à Arcachon, mais il faut acheter des champs d'hydrocarbures ou de gaz naturel en Arctique, ou des morceaux de la route du Nord. Quand vous mettez bout à bout ces richesses de l'hydrocarbure, c'est 17% du PIB russe qui vient de l'Arctique, de l'exploitation d'hydrocarbures. Alors, ils ne vont pas arrêter, ils vont continuer, mais ils vont en faire de plus en plus. Les ressources sont
les plus importantes aujourd'hui de réserves d'hydrocarbures et d'énergie fossile, c'est en Arctique. Et les pays sont déterminés. Alors nous, on a une position maintenant plus sage, Total s'est retiré, mais les Russes, les Chinois, les Norvégiens, nos amis les Norvégiens, ça, ils ne se privent pas d'y aller. Donc là, il y a des richesses considérables, avec les effets de pollution, évidemment, et puis d'atteinte à la biodiversité que ça peut représenter. Et puis le deuxième élément, et franchement, je vois, il y a 3-4 ans, quand j'ai pris mes fonctions, je me souviens, Rodolphe Sadet avait d'ailleurs fait patron de CMA-CGM, avait fait une déclaration en disant jamais je ne passerai par la route du Nord. Je n'ose pas lui reposer la question. Parce que, honnêtement, ça fond tellement bien, tellement vite, que dans 15 ans, 20 ans, avec l'équipement de cette route du Nord qui va être équipée par les Chinois, hein, c'est pas nous évidemment, parce que c'est les Russes, elle est sous juridiction russe, hein, sur 85%. Cette route du Nord, elle permet d'économiser de 10 à 12 jours sur un trajet entre Shanghai et Rotterdam. 12 jours, c'est considérable. Là, il y a des gens qui connaissent bien le transport maritime. Et donc, il faudrait vraiment être philanthrope pour décider de continuer à passer par les autres passages que sont Suez. Et donc là, il y aura aussi une translation du commerce maritime qui va faire de cette région un ensemble extrêmement fort. Et c'est pour ça que dans notre stratégie polaire, on veut vraiment là-dessus développer la recherche scientifique. Alors, on a une petite station avec les Allemands, mais grâce à Tara, cette station arctique que l'État a largement financée, qui a été fabriquée, si je ne me trompe pas ici d'ailleurs, la station arctique, et que je suis allé voir au Svalbard. C'est très impressionnant quand même, cet objet qui va bientôt, avec les glaces, être enfermé et va pouvoir nous donner des relevés importants sur au moins 10 ou 20 ans. Voilà, et puis les enjeux polaires, ils sont clairement... mais 2048, il y a des gens très jeunes ici qui seront encore là, mais je pense que ça va se passer avant. Il y a un traité magnifique, qui est le plus beau traité au monde, c'est celui d'Antarctique, qui déclare qu'une surface qui est grande comme l'Europe, qui a 3000 mètres de glace, 90% je crois des ressources naturelles en eau douce. L'Antarctique est préservée par ce traité qui dit que c'est une terre de paix et de science, et qu'aucune activité militaire industrielle n'y est possible. Il y a au moins 3 pays aujourd'hui, et ce n'est pas des petits pays, qui pensent vraiment, quand on parle avec eux, que ce traité, c'est de l'arnaque, pour reprendre le terme à la mode, l'escroquerie. C'est États-Unis. La discussion qu'on a eue il y a 2 jours sur ce traité de l'Antarctique avec les Américains, c'est un peu effroyable. Les Russes et les Chinois. Alors, quand les Américains, les Russes et les Chinois se mettent d'accord sur un objet comme ça, on peut craindre un jour que la partie sud des pôles soit menacée. Et puis il y a cette question, évidemment, j'ai déjà dit, mais d'effondrement de la cryosphère à l'échelle du monde. Et ça ne touche pas que les glaciers, hein, ça touche l'ensemble de la cryosphère, que les pôles. L'effondrement des glaciers, la moitié des 200 000 glaciers vont disparaître d'ici la fin de ce siècle, la moitié. Il n'y en aura plus que 100 000. Il faut se dépêcher d'aller voir les grands glaciers du monde parce qu'ils vont disparaître. Et tout ça, évidemment, provoquera des déplacements de population, notamment l'effondrement des glaciers pour l'agriculture. Ça aura des impacts considérables. Je pense à tout l'Himalaya, l'Hindu-Kush, là, ça va être dramatique. Et ça, malheureusement, on le sait, grâce à Jean Jouzel, depuis 1986, et on sait que ces petites bulles qu'on trouve dans les calottes de glace, carottes de glace, pardon, sont pleines de carbone. On sait d'où ça vient, ce sont les hydrocarbures. Donc on revient toujours à cette question des hydrocarbures. On va terminer là. Alors rendez-vous à la COP 1 qui aura lieu où ça? On sait? Alors la première COP, elle a lieu aux Nations Unies, et c'est aux Nations Unies on va décider où la COP après s'installera. D'accord. Ça sera une COP fixe, ça sera quelque part. Et, donc avec la conférence scientifique qui précédera. Absolument. Voilà. Et tu nous feras un prix, hein, parce que vraiment, on n'a pas d'argent. Hein. Voilà. Merci infiniment à tous les interlocuteurs. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci Olivier, bravo d'avoir été avec nous.